La table ronde qu'on vous propose maintenant, d'une certaine façon, s'inscrit un peu dans la continuité de ce qu'on vient de faire, puisque là, on a vu comment on pouvait utiliser un média grand public, le cinéma, pour traiter et représenter. Alors, comment on l'utilise? Non, comment le média en question utilise et représente des questions qui peuvent nous paraître des questions de science, des questions, tout ce qui est la construction de l'imaginaire autour des insectes. Et là, on va essayer d'utiliser un autre pendant, c'est-à-dire de travailler un peu comment la science-fiction et la science peuvent servir à penser le futur. On peut se poser la question de savoir si la science pense le futur, si la science-fiction pense le futur ou le présent. Enfin voilà, on va essayer de travailler autour de ces questions-là. Sachant que pour ça, à ma gauche, il y a Audrey Plenay, donc, qui est écrivaine de science-fiction, autrice essentiellement de nouvelles et de ce qu'on appelle des novellas, c'est-à-dire des textes intermédiaires entre une nouvelle et un roman, des textes d'une 100 à 150 pages. Moi, j'ai lu 3 textes pour préparer cette table ronde. Un qui s'appelle Citoyen Plus, un autre qui s'appelle 5 ans encore, et qui est vraiment un superbe texte. Et puis le dernier qui est Rossignol, qui est le dernier texte que tu as écrit et qui a été primé de nombreuses fois, en particulier par le prix des Utopiales. Et l'une des particularités d'Audrey, c'est que l'une des choses qui l'intéresse le plus, c'est l'usage de la science-fiction pour penser les relations interindividuelles et pour penser la question sociale. Donc une science-fiction qui s'inscrit dans l'âge d'or de la science-fiction, où on pensait la science-fiction comme outil de travail. Et puis à sa gauche, Vincent Bontemps, qui se trouve être mon frère, mais c'est pas l'important, qui est philosophe des sciences et techniques, directeur de recherche au CEA, co-directeur d'un master sur le management de la technologie et de l'innovation, qui est un très grand spécialiste de Bachelard et de Simondon, qui lui-même est un philosophe des sciences et des techniques, et qui a travaillé en particulier avec Roland Lehoucq sur un Dune et sur l'usage du texte de Dune comme support à une réflexion sur différents aspects d'écologie, de technologie, d'évolution des sciences. Et il a écrit aussi un livre que vous trouverez à l'accueil, qui est un livre sur l'innovation aujourd'hui. Donc on pourrait se poser la question de savoir si relier science, science-fiction et futur n'est pas une question triviale. Après tout, la science-fiction, ça parle essentiellement du futur, des vaisseaux spatiaux, et la science est censée préparer le futur. C'est peut-être pas si simple. Donc c'est pour ça que la première question que je vais peut-être poser à Audrey, c'est comment elle voit, elle, la relation entre science-fiction, science éventuellement, et futur. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est une question qui a l'air plus simple qu'on pense. Moi, j'avais beaucoup de réflexions sur de savoir si, ce qu'on me posait comme question généralement dans mes écrits, c'était quel élément d'avancée technologique avait pu inspirer sur des écrits de science-fiction. Alors ça, c'est un peu la version plus directe et fléchée. Et quand on écrit de la science-fiction, pour s'entraîner, on peut effectivement partir de prompts qui seraient quelle est la dernière technologie en date qui commence à être développée et maîtriser et en définir les implications. Aujourd'hui, moi j'ai un peu du mal à maintenant retrouver dans toute cette histoire de d'œuf et de la poule qui arrive en premier, l'œuf ou la poule. En fait, en voyant aussi sur l'évolution des idées, si finalement la prospective n'est pas arrivée avant également la développement de certaines technologies, et si en fait l'humanité n'a pas toujours fait juste de la science-fiction. Aujourd'hui on a l'impression que c'est un genre littéraire qui est plutôt récent parce qu'on le voit dans les nombreux films, blockbusters, etc. Mais le premier humain qui a trouvé pas loin de chez lui une carrière de pierre et qui s'est dit tiens, et si je me faisais des pavés pour construire ma route qui va au village voisin, qu'est-ce que ça ferait comme temps de trajet raccourci, qu'est-ce que ça ferait comme meilleure relation commerciale, qu'est-ce que je pourrais vendre, combien de temps je mettrais à faire mes allers-retours, et qui développerait tout un système commercial et ensuite des échanges avec le village voisin, et comment ça structurerait ensuite un pays. Techniquement c'était de la science-fiction, il l'a pas écrit, il n'y avait pas un super héros et tout ça, mais c'était quand même déjà dans cette réflexion. Et puis il y a toujours la question qui émerge aujourd'hui également, à quel point la science-fiction peut parfois arriver, des récits de science-fiction peuvent arriver avant des développements technologiques. Alors très clairement, vous avez plein
de films, de séries de SF, de livres aussi, qui mentionnent des technologies qui paraissaient genre extraordinaires à l'époque. Moi, j'étais complètement épatée par dans la trilogie Mars la Rouge de Kim Stanley Robinson. Ces personnages avaient dans le tome 2 une tablette sur laquelle ils pouvaient prendre des notes, et vraiment des notes manuscrites avec un stylet. Et ensuite, l'intelligence artificielle, d'ailleurs l'intelligence artificielle s'appelait Pauline pour l'héroïne en question de ce moment, et bien retranscrivait ça en texte intelligible. Et je trouvais ça génialissime. Et en fait, des années plus tard, j'ai vu quelqu'un avec une tablette, un iBook, là, je sais quoi, et je dis, mais qui est arrivé en premier? Est-ce qu'on n'a pas certaines choses? Il y a tous des articles entiers sur à quel point toutes les technologies dans Star Trek ont inspiré ensuite les Google Glass, etc. On n'a pas encore la téléportation, mais bon, on a vu dans La Mouche, finalement, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Donc voilà. Et ça, c'est par rapport aux sciences vraiment dures. Après, en sciences sociales, la question qui émerge aujourd'hui, c'est de savoir si les récits de science-fiction peuvent également nous montrer à un niveau de sciences sociales des façons de faire société, de faire civilisation, d'interagir entre nous, et quelque part pourrait, sans véritablement inspirer des développements technologiques, mais commencer à montrer en action des formes de sociétés différentes, et donc inspirer au niveau des sciences sociales. Voilà, par exemple, il y avait... si vous lisez le tome 3 des Fourmis de Bernard Werber, donc je dis ça parce que j'ai lu ça vraiment dans ma jeunesse, adolescente, il y avait une expérimentation sociale collective qui arrivait, qui en fait, dont un certain nombre d'aspects rappellent Nuit debout, ou rappellent encore la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Et finalement, c'était des choses qui avaient pu être présenté, et donc finalement s'insinuer peu à peu dans nos esprits et se dire que ça pouvait être faisable ou acceptable ou désirable. Voilà. Ou indésirable, parce que la SF, dans un côté dystopique, montre parfois des futurs indésirables à un niveau de société. Voilà, l'œuf et la poule. Oui, pour renforcer ce que vient de dire Audrey, on peut considérer que l'idée que la science-fiction est une littérature d'anticipation est l'idéologie fondatrice si on se réfère à Hugo Gernsback, et donc à la personne qui a imposé ce label à partir de 1929 aux États-Unis. Mais en revanche, si on élargit le champ de l'histoire de la science-fiction à ce qu'il précède, aux merveilleux scientifiques français, aux scientific romances britanniques, et même si... moi, je me suis intéressé tout récemment à la première occurrence du mot science-fiction en langue anglaise. En fait, ça date de 1851. C'est un monsieur qui s'appelait William Wilson. Et c'est assez anecdotique, il l'a utilisé qu'une ou deux fois dans un chapitre, il n'y est plus jamais revenu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a une réflexion plutôt sur la disparition du merveilleux. C'est-à-dire, c'est un peu ce que tu disais, il dit, dans les récits qu'on entendait enfant sur les fées, un des prodiges les plus extraordinaires était qu'elles se parlaient à distance. Et maintenant, avec le télégraphe, c'est possible. Et il faut que les poètes et les philosophes en tirent toutes les conséquences. Donc on voit bien que là, du coup, c'est une réflexion un peu à l'inverse. Tout récemment, je relisais les nouvelles de Jorge Luis Borges dans Fiction. Et elles sont toutes basées, il y a un vertige métaphysique dans ces nouvelles, elles étaient toutes basées sur une hypothèse fantastique. Et en les reconsidérant maintenant à la lumière des progrès technologiques qui ont été accomplis depuis, ce sont des hypothèses qui sont devenues quasi réalistes, avec ce dont on dispose maintenant en intelligence artificielle, en simulation virtuelle, choses comme ça. Donc il y a aussi ce jeu-là qui est de faire que la science-fiction réintègre dans le champ finalement du réalisme, c'est ça, une sorte du pacte de crédibilité, de vraisemblance de la science-fiction. C'est à la fois de dire que ça sera réaliste à condition qu'on considère certains progrès technologiques ou scientifiques possibles. Et après, c'est une littérature qui explore une extension du possible, de l'horizon du possible. Et donc, il y a ce jeu assez subtil entre réalisme et aller au-delà de ce qu'on
considère présentement comme être possible et qui, bien sûr, est plus intéressant si on s'en tient pas juste à changer quelque chose, justement, technologiquement, mais si on regarde les conséquences que ça a socialement, psychologiquement. Et voilà, c'est ce que je garderai comme définition préalable. Alors c'est d'autant plus intéressant que si là j'abandonne ma casquette de modérateur pour passer sur celle du scientifique, d'une certaine façon, alors je sais pas en physique ou dans d'autres disciplines, mais en biologie santé, il est clair que l'essentiel de notre travail est un travail au présent. On pense peu le futur. Bien évidemment, on va se dire il y a des grandes choses à penser. Le changement climatique qui signifie qu'il va falloir aller dans un certain nombre de directions, les risques accrus d'infections vectorielles en particulier, on vient d'en parler, mais que dans la pratique quotidienne, on est dans des temps courts qui sont des temps des projets et des financements de projets et des questions qui se posent. Donc on a l'impression d'une certaine façon que on a transféré à d'autres, ou en tout cas on l'a peut-être pas transféré au sens où c'est pas un transfert, mais ce sont d'autres qui prennent en charge la question effectivement du temps long par rapport à celui de la recherche qui, d'une certaine façon, et c'est pour ça qu'on est là, ne pense pas beaucoup. Enfin, je veux dire, on pourra discuter tout à l'heure de ce que vous en pensez, mais voilà. Donc ça, c'était une première réflexion. Et la deuxième, c'est que d'une certaine façon, j'ai l'impression aussi que la science-fiction est capable de penser des choses. Et là, on va retourner vers Audrey et vers sa nouvelle Rossignol, qui d'une certaine façon nous échappe en tant que chercheurs parce qu'on est en plein dedans. Et je pense à la naturalisation d'un certain nombre de processus artificiels. Dans le cas de Rossignol, si tu veux raconter un peu ce dont parle la nouvelle et de ce que je entends par naturalisation de processus artificiels. Alors, qu'entendez-vous par naturalisation d'un processus artificiel ? Je veux dire que dans Rossignol, tu mets en œuvre une station spatiale qui repose sur une technologie. Alors oui, donc Rossignol, c'est une novella parue aux éditions du Bélial. C'est de la science-fiction, on est très loin dans le futur, très loin dans l'espace. Longtemps après que les êtres humains aient rencontré un grand nombre d'espèces non humaines, dont des formes de vie extrêmement différentes, puisque venant de planètes, de lunes qui ont des environnements différents, donc ça fait des formes de vie très très différentes. On n'est pas sur votre alien à la peau bleue, à 3 excroissances et à des grands yeux jaunes. Enfin, c'est des formes de vie. On n'est plus sur du bipède, on n'est plus sur du anthropomorphe. Et en fait, suite à cette rencontre qui a eu lieu longtemps avant que mon récit prenne place, il y a eu des échanges de technologies, des échanges commerciaux, des guerres également, et également des hybridations interespèces à la base pour pouvoir mener des guerres entre les différentes planètes. Et en fait, suite à cette hybridation interespèce, il y a donc chaque individu a des paramètres de survie qui lui sont propres. Et sur cette station spatiale, il y a la technologie qui a été donc extrêmement fusionnée entre ces civilisations, toutes ces intelligences, et qui permet la cohabitation de tous les individus en fonction de leur espèce et également dans tout le spectre d'hybridation possible. Et c'est leur lieu de vie pour eux tout à fait normal et classique. C'est ce qui fait leur permet de vivre au milieu de l'espace. Et c'est une technologie qui s'adapte constamment à tous leurs paramètres biologiques qu'ils ont besoin en termes d'oxygène, de gravité, etc. Et il y a le rapport à la science qui est un peu particulier dans Rossignol, dans le sens où la technologie a tellement évolué et est tellement un mélange de plusieurs façons de penser différentes que plus personne ne le maîtrise vraiment totalement, et il y a la nécessité d'avoir une confiance totale dans cette technologie, voilà, et de ne pas justement de la laisser absolument intouchable et de pas politiser cette technologie. Est-ce que la naturalisation, c'était dans le sens... Oui, je pense que Vincent voit tout de suite où je vais l'emmener. Oui, c'est un peu paradoxal parce que
justement, ça amène ton récit, amène au contraire, je trouve, à découvrir les enjeux politiques de la technologie. Et je dirais que dans l'utilisation, pour ainsi dire, des procédés de science-fiction, il y a deux choses que tu as mentionnées qui me semblent revenir assez souvent quand on essaye de réfléchir sur la science et sur les futurs qu'elle nous promet. Le premier, c'est cet étrangement, c'est-à-dire rencontrer l'altérité. Alors l'extraterrestre, tout comme les insectes, c'est une de ces figures radicales de l'altérité. Et donc on essaye de produire ce qu'on appelle en théorie de la conception, une défixation. C'est-à-dire on essaye de voir les choses autrement que telles que nous les avons déjà configurées et dans la perspective que nous nous sommes imposés pour les construire. Et ça, c'est un des usages très intéressants de la science-fiction. Pas qu'elle, mais elle y recourt. Et la deuxième, c'est, je dirais que plutôt qu'une anticipation du futur ou de l'avenir, c'est bien de penser les futurs et de les penser, en fait, justement, à travers les conséquences, et d'avoir déjà une sorte de boucle de rétroaction qui amène à, c'est renforcé par l'étrangement, mais à prendre différents types de points de vue, et donc presque, c'est de freiner quasiment le temps, c'est-à-dire d'avoir déjà le futur qui rétroagit, d'une certaine manière, c'est d'éviter de faire des erreurs de précipitation, qui est un des messages courants de la science-fiction, de déjà intégrer un certain nombre de conséquences sur ces futurs. D'abord, de ne pas croire qu'il n'y en a qu'un seul, de rouvrir le champ des possibles, et ensuite de prendre en compte déjà des problèmes ou des dimensions, des questionnements qui n'auraient pas pu apparaître si on était resté, comme tu le disais, juste sur notre point de vue au moment où on est dans l'état des connaissances actuelles. Donc ça, c'est très conceptuel, c'est très proche d'un travail philosophique, dans la mesure où la philosophie, souvent, va formuler des concepts qui sont partiellement indécidables, c'est-à-dire on ne peut pas dire si c'est vrai ou si c'est faux sur la base de connaissances actuelles, et parce qu'elle va aussi amener à poser ces questions de pour qui, dans quel référentiel on va comprendre, est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce qu'il y a un référentiel universel qui domine. Bon, la réponse intelligente, c'est non, c'est une communication entre différents référentiels. L'universel, c'est pas juste un point de vue absolu. Et donc, je crois que ce que tu as amené comme élément, c'est aussi des choses qu'on peut mobiliser dans la science-fiction, en effet, pour enrichir notre point de vue sur la science, pas en promettant un avenir, mais en essayant de voir différents futurs et les problèmes différents qu'ils vont poser. Ça me fait penser, la science-fiction, il a fait plein de choses avec les différentes avancées technologiques dont elle se nourrit. Mais quand on parlait de politisation de la technologie, les récits de science-fiction qui ont un impact assez fort et qui touchent souvent les lecteurs, lectrices ou les spectateurs, spectatrices, c'est quand on politise une technologie ou qu'on la commercialise. Il y a énormément de choses ou de récits ou de films où on a imaginé juste, il y a la technologie qui a eu lieu, ok, très bien, c'est maîtrisé. Qu'est-ce qui se passe quand le marketing s'y met, quand le capitalisme s'y met? Là, il y a énormément de choses de références qui peuvent être citées. Alors, il y a un film, donc je pense que c'était In Time, où c'était la question de l'immortalité, où on arrive à avoir des êtres immortels, super. Et on pourrait rester sur cette idée de, voilà, on a des êtres immortels, des êtres humains ne meurent jamais, on ne vieillit plus. Je crois que ça s'arrête vers 25 ans. À 25 ans, paf, on a la tête qu'on aura toute sa vie. Et on pourrait s'arrêter là. Il faudrait juste arrêter les naissances à un moment, puis gérer un peu les ressources. Mais ça, au final, on y arrivera assez bien. Et en fait, dans In Time, au-delà même de le commercialiser, ils en font tout un système où le temps devient l'argent et on le gagne et on le dépense. En fait, qui effectivement, il y a des classes sociales, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment immortels, voilà, et d'autres qui travaillent tous les jours pour avoir le droit de vivre 3 jours de plus. 3 jours de plus, exactement. Après, la ville est réorganisée avec effectivement des secteurs. Et ce qui est terrible, c'est que là, si on essaie de se rebeller contre le système en gagnant plus d'argent pour essayer de sortir de sa condition, finalement, le système n'aura qu'à augmenter les prix. Et il faudra avoir toujours plus de temps pour pouvoir prétendre encore plus à l'immortalité. Donc, ce que j'avais bien aimé dans ce film qui ressemblait à un nanar et en fait était un bon film avec Justin Timberlake quand même. Voilà. Mais c'est un bon film. Un bon film, c'est la scène où en fait on est avec sa mère et en fait ils ont le même âge.
Enfin, physiquement, voilà. Une des choses qui a changé, c'est le fait que tout le monde a le même âge dans la rue, à part les rares enfants qui ont encore le droit que les riches ont encore le droit de naître parce qu'ils leur transmettent une partie du temps qu'ils ont accumulé en capital. Oui, non, c'était un bon film. Tu as tout à fait raison. Ouais. Et une des choses qui caractérise la science-fiction par rapport aux autres formes de littérature, y compris par rapport aux merveilleux scientifiques qui le précédaient en France, c'est cette question d'échelle, de changement d'échelle, auquel tu faisais aussi référence, François. C'est-à-dire, dans le merveilleux scientifique, c'était des récits où il se passait quelque chose de tout à fait incroyable du point de vue technologique et scientifique, et le protagoniste en subissait les conséquences. Un peu comme Spider-Man, en fait. D'accord. Dans la science-fiction telle qu'elle s'est refondée aux États-Unis, c'est toute la société. C'est-à-dire, c'est pas Spider-Man, mais c'est les conséquences du fait qu'on puisse faire plein de Spider-Man. Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça change? Et dans ces cas-là, on a des questionnements qui portent, y compris sur la survie de l'espèce, sur la survie de l'espèce humaine. C'est pour ça que d'une certaine manière, si on prend le livre, la trilogie du problème à trois corps de Liu Cixin, il y a la problématique, c'est est-ce que l'humanité tout entière va survivre? Et il n'y a que la science-fiction pour poser des problèmes à cette échelle. C'est pour ça qu'on peut dire la science-fiction est la seule forme de littérature politique actuelle. Il n'y a pas de portée politique actuellement aux récits fantastiques ou à la littérature blanche bourgeoise. C'est des choses qui ont un intérêt pour nos existences. Ça donne sens à la façon dont on vit. Mais si on veut quelque chose qui porte au niveau des enjeux, que ce soit, tu faisais référence aussi à la trilogie martienne, sur l'écologie, sur le totalitarisme, sur des choses comme ça, alors il n'y a quasiment que la science-fiction qui soit capable de retranscrire les enjeux politique de notre époque. Je suis désolée. Vas-y. Ça me fait penser, quand on dit, voilà, quand vous disiez que sur la science-fiction, c'est toute la société qui a impacté, qui devient le Spider-Man, ça fait penser à Bienvenue à Gattaca, le film, où effectivement, c'est magnifique ce qui leur arrive. Enfin, je veux dire, ils arrivent à avoir un génie génétique assez développé pour ne plus avoir toutes les maladies génétiques qui pourraient être transmises à des enfants, pour être totalement optimisés. Enfin, on est sur un transhumanisme, la technologie à la base est merveilleuse, mais en fait appliquée à l'humanité qui a tendance, qui adore classer les gens aussi en classe sociale et marchandiser le tout, voilà, ça fait une société, Bienvenue à Gattaca, où finalement c'est une sorte de dystopie et le personnage principal c'est celui qui n'est pas optimisé génétiquement. Donc on a même Alors les dystopies sont souvent montrées par un individu qui soit hors du système, soit s'éveille sa conscience s'éveille aux limites du système. Mais voilà, dans Bienvenue à Gattaca, à la base, la science à la base du récit est désirable et géniale à plein de niveaux. Elle soulève des questions. Elle question de l'eugénisme et du degré d'eugénisme qu'on tolère dans nos sociétés. Et encore plus profondément, de cette idée que le bien, c'est l'optimisation. C'est-à-dire que on en parlait dans d'autres lieux à propos du livre de Daniel Milhaud qui est sorti sur la survie des médiocres et qui est la théorie du good enough. C'est est-ce que réellement l'évolution et la vie va vers la survie des plus adaptés, des meilleurs? Ou est-ce qu'il suffit finalement d'être adapté, d'être médiocre, mais voilà, ça suffit. Et ça pose des questions sur justement, doit-on croire que c'est une technologie fantastique parce qu'elle permet de tous nous optimiser? Est-ce que c'est vraiment un bien? Est-ce qu'au contraire, le progrès, l'élévation culturelle d'une société ne se mesure pas à précisément la façon dont elle arrive à faire survivre tout le monde, y compris les gens qui sont jugés déficients génétiquement, les handicapés, les gens qui ne sont pas orthonormés psychiquement, les gens qui sont pas optimisables, mais qui ont une dignité humaine tout à fait égale à la nôtre. Oui, mais vous avez des lunettes, donc vous êtes optimisé sur un... Compensé, voilà. Mais j'ai pas été optimisé à la base. Ça veut dire que la science-fiction explore aussi le fait que, voilà, jusqu'où l'humain pourrait aller dans son rapport aux technologies, également dans se transformer lui-même, et dans le sens où y a-t-il jamais un état naturel à l'humanité?
Ah oui, tout Ou à dès fait. qu'on a pris le premier outil, de toute façon, c'était fini. On a compensé, voilà, l'être humain est le spécialiste de la polyvalence, comme disait Pierre Teilhard de Chardin, c'est pas de moi, où il disait, voilà, le moment où on a pris le premier outil, c'était fini. On était déjà dans une optique de transhumaine, en fait. Oui, d'une certaine manière, la science-fiction, c'est une sorte de philosophie par des moyens de représentation imaginaire, mais de l'évolution artificielle, pas de l'évolution naturelle. Et elle soulève tous ces enjeux en sachant que l'évolution artificielle, tant qu'elle est appliquée aux êtres artificiels, aux objets techniques, elle est extrêmement libre parce que, en réalité, nous sommes libres de construire ou d'arrêter de construire, de produire ou d'arrêter de produire. Notre rapport à la technologie actuellement est aliéné par toute une civilisation du rendement, de la valeur. Mais en fait, nous pourrions arrêter des technologies ou retrouver des technologies que nous avons arrêtées depuis longtemps. Ce qui n'est pas du tout vrai pour le vivant. C'est qu'on est pris dans une histoire du vivant qui, elle, est irréversible et quand les choses s'arrêtent, c'est pour toujours. Les dinosaures ne reviendront pas. Alors, il y aurait peut-être des moyens de faire des bases de données pour essayer d'artificialiser entièrement notre milieu associé, mais en fait c'est peu crédible et on a cette tension et la science-fiction est une manière d'explorer cette problématique. Bon, vous m'avez sorti de mon cadre, mais c'est très bien, c'est la règle du jeu. Donc il faut que je choisisse laquelle des questions je vais vous poser. Peut-être, d'une certaine façon, ça sera peut-être une réponse courte, qui est que l'un des éléments intéressants, que moi j'ai trouvé très intéressant dans Rossignol, et on en avait parlé, c'est cette idée que si cette station spatiale survit, fonctionne, et si toutes ces espèces peuvent arriver à coexister entre elles, c'est parce que personne ne peut prendre le pouvoir, et personne ne peut prendre le pouvoir parce que la technologie est perdue. Et que celui qui va mettre en danger les choses, c'est la personne qui va redécouvrir la technologie en question. Donc c'est un chercheur qui, pour des raisons de science pure, tiens, comment ça marche, redécouvre quelque chose. Ce qui pose une question qui, en tant que chercheur, nous intéresse quand même beaucoup, c'est y a-t-il des questions qu'il ne faut pas poser ? Et peut-on échapper à cette... Enfin, je veux dire, ça pose toute cette régulation, toute cette idée de... d'une certaine façon, comment pose-t-on non seulement ce qu'il va falloir faire, mais ce qu'il ne va falloir peut-être ne pas faire. Et aujourd'hui, à une époque essentielle de choix, on en reparlera plusieurs fois, je pense, au cours de ces 2 jours, de choix existentiels, c'est une question qui me paraît importante. Audrey, Alors... tu peux parler. Oui, enfin, ça c'est une question, je pense, qui appartient aux scientifiques aussi, de ce qu'il ne faut pas peut-être développer ou maîtriser, même si on sait qu'on pourrait le faire. En science-fiction, il y a quand même eu des exemples, moi qui m'avaient énormément touchée. Alors il y en a une un peu facile, c'est, enfin facile, je suis sûre que vous avez tous lu. C'est une nouvelle de Marion Zimmer Bradley, La vague montante. Oui, je sais, Roland, je sais que tu ouais, alors c'est une nouvelle ou une novella, je me souviens plus exactement de la taille, mais je l'avais lu ado et ça m'avait extrêmement choqué comme récit de science-fiction parce que donc c'est un groupe de personnes en fait qui reviennent sur Terre parce que leurs propres ancêtres sont allés coloniser une planète d'Alpha du Centaure, plus proche de nous, qui s'y sont installés, ont fait une sorte de communauté, un peu de colonie, et en fait ils reviennent sur Terre 2-3 siècles plus tard, c'est pas très très long non plus, pour rapporter aussi un peu ce qu'ils ont construit. Ils étaient jamais revenus, et donc c'est les enfants des enfants, hein, c'est les descendants des descendants des descendants. Ils s'attendent à trouver une planète Terre extrêmement développée technologiquement, encore plus que eux ce qu'ils ont pu faire sur leur colonie, et surtout ils ont hâte de savoir sur quelle planète l'humanité a essaimé en plus de la leur en fait. Et ils reviennent sur une planète Terre où en fait ils arrivent sur une sorte de société agricole, pastorale, sans technologie, quasiment qui a des chevaux et des carrioles. Et en fait parce que ça a été un choix un moment de l'humanité de ne pas gaspiller les ressources dans l'exploration spatiale et la colonisation d'autres mondes et de revenir de revenir à une vie plus simple et non technologique. Et évidemment, l'autre
exemple extrêmement prégnant, c'est Dune. Non, je sais, je cite Dune alors que il y a des experts de Dune là et à côté de moi. Mais dans Dune, que vous avez absolument tous lu, j'en suis sûre. Dans Dune, il y a à la base le djihad buslérien qui est la destruction, enfin le refus par l'humanité d'utiliser l'intelligence artificielle et de faire appel pour les calculs et la navigation spatiale à l'intelligence artificielle. Et ils ont détruit absolument toute la technologie qui s'y référait. Alors après, en faisant d'autres choix, parce qu'il fallait bien remplacer cette force de calcul-là. C'est pas seulement on fait pas d'intelligence artificielle et tout va bien. C'est qu'on revoit l'intelligence humaine, comment elle peut être pour le coup hyper optimisée et poussée pour compenser ça. Mais ça a été un choix. Et aujourd'hui, sur la question d'intelligence artificielle, alors dans le monde artistique où je suis, c'est une question qui explose, de est-ce qu'il faut y aller ou pas. Donc il y a des exemples de récits de SF qui montrent comment on peut renoncer aussi. Eh ben, juste pour compléter. Dune ? Non, pas sur Dune, sur l'autre. Sur la vague montante. La vague montante, quand ils sont de retour, ils ont l'impression, dans un premier temps, que les autres ont arrêté toutes les formes de technologie. Et c'est un peu plus malin que ça, parce qu'à un moment donné, ils ont un accident. Et ils pensent que du coup c'est raté parce qu'il leur faudrait être près de leur vaisseau pour avoir le bloc opératoire, et là ils disent tu vas y passer, et on leur dit non mais pas du tout, et en fait il y a un système de télécommunication et il y a une sorte de drone qui amène de quoi soigner la personne, et on leur explique non, la technologie on l'utilise que quand c'est totalement nécessaire. Voilà. Et donc il y a vraiment ce choix de ce qu'on appelle avec Roland Lehoucq tous les deux la right technology, et on utilise très précisément l'intrigue de cette novella pour essayer de faire réfléchir scientifiques, hommes d'affaires à des nouveaux modèles d'entreprise. Il me semble qu'elle est très utile, cette expérience de pensée. Et sinon, pour aussi apporter un autre biais par rapport à ta question, c'est sur la responsabilité des chercheurs. Il me semble qu'on est dans une période inquiète et où depuis maintenant au moins 2 décennies, la figure de la responsabilité du chercheur a tendance à être mise en accusation, et donc on est plutôt dans une époque où, à mon avis, il va y avoir un retour du savant fou, voilà, ou en tout cas de la science folle, de façon prégnante. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Si tu regardes l'un des derniers romans de Zola, qui s'appelait Le Travail, eh bien, la figure, le héros, c'était donc quelqu'un inspiré de la figure historique d'Augustin Mouchot. C'est un scientifique qui passe toute sa vie à améliorer la technologie de l'énergie photocalorique, c'est-à-dire les concentrateurs de chaleur qui permettent ensuite de faire fonctionner et son but, c'est de libérer l'humanité, c'est de trouver une technologie qui offre la possibilité de la réduction du temps de travail, de réformes sociales vis-à-vis des ouvriers, des choses comme ça. Donc cette figure aussi du scientifique qui intervient comme pour permettre de la résolution du problème, ou d'ailleurs aussi quelque chose qui transcende les conflits entre travail et capital, c'est aussi une figure qui est la figure de l'objectivité, de celui qui va apporter un regard qui justement sort justement que de la partialité des conflits de pouvoir. Elle existe aussi, hein. Elle peut avoir été dévoyée, elle peut être en crise, mais il n'y a jamais une image entièrement polarisée du scientifique. C'est ambivalent. Dans Le Grand Dérangement, Amitav Ghosh écrit quelque chose qui d'ailleurs revient un peu en porte-à-faux de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il dit qu'effectivement la littérature traditionnelle, classique, bourgeoise, telle qu'on l'a imaginée, ce qu'il appelle la littérature classique, qui est notre littérature habituelle, a un problème, c'est qu'elle pense l'intime. Elle est très très puissante pour penser l'intime dans des sociétés, des structures stables. C'est une littérature qui a des vertus essentielles. Je veux dire, elle permet de penser la sociologie, elle permet de penser tout ça, mais qu'elle ne permet justement pas de penser les périodes de crise et de changement. Alors on lui dit qu'il y a 2 littératures qui permettent de penser les périodes de crise. La première, c'est la sienne, c'est la fresque narrative, la grande épopée historique. Et c'est comme ça qu'il écrit toute une partie sur les guerres de l'opium, sur la colonisation anglaise, son dernier livre sur la malédiction de la muscade, qui est un livre remarquable sur la façon dont les Hollandais ont... Enfin bon, voilà. Et la deuxième, c'est bien la science-fiction.
Je vais faire un deuxième aparté qui est de dire qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure, les scientifiques ont du mal à penser le futur. Il y a un contre-exemple, mais c'est un contre-exemple très particulier, c'est le GIEC. Le GIEC prend bien l'état des connaissances aujourd'hui pour construire une projection. Le seul problème, c'est qu'on voit deux choses. D'abord, c'est très marginal, au sens où il n'y a guère que le GIEC qui fait ça. Et la deuxième, c'est que malgré un écho énorme, malgré un travail absolument énorme, etc., ça manque de puissance pour arriver à pénétrer. Donc là, c'est là où on se demande si une forme différente de science-fiction, une science-fiction qui serait plus vers l'action, vers l'idée qu'il faudrait utiliser tout ça pour faire les choses, est-ce qu'une science-fiction comme ça a une petite chance d'émerger? C'est Kim Stanley Robinson dans Le Ministère du Futur, mais est-ce que c'est quelque chose qui, quand tu écris, pour toi a un sens? Comment vous pouvez envisager cette idée que, d'une certaine façon, on manque, en tant que chercheur, de ces moyens d'arriver à influencer la société et de construire les récits, et que peut-être que la science-fiction est ce moyen qui manque? Alors, c'est pas évident. C'est pas évident comme question. Je pense que ça va dépendre de chaque écrivain, chaque écrivaine, pour le coup. Parce que si je voulais vraiment écrire quelque chose qui pourrait impacter la société et faire changer, etc., j'écrirais pas un récit de fiction, j'écrirais un pamphlet politique, en fait, ou un essai, ou un discours politique. Enfin, je veux dire, il y a l'action. Enfin, les récits pour penser le futur. Enfin, la pensée du futur, c'est aussi du domaine de la politique, en fait, de l'organisation des sociétés. Tout court. Là, on est dans la science-fiction, ou même si on serait sur l'anticipation sociétale, pour faire plus large, on reste sur du récit qui met en scène des futurs potentiels, désirables et indésirables. Sur un discours politique, on est plutôt sur le futur désirable que moi j'ai pensé et que je veux mettre en œuvre. Vous allez voir, il est super, votez pour moi. Enfin, c'est différent. C'est un peu une approche différente. Alors, il y a de la science-fiction politique, elle en est. On essaie évidemment, de toute façon, les auteurs et les autrices vont écrire sur des sujets qui les touchent, des sujets qui les alarment également. Clairement, moi, c'était sur mes premiers textes, c'était beaucoup sur le type cyberpunk, donc les impacts négatifs de la technologie sur les humains et les liens entre humains, les liens entre les humains, parce que c'est quelque chose qui m'inquiète. Ça m'inquiète toujours aujourd'hui, alors que j'en ai écrit depuis longtemps. Même, voilà, on aimerait bien dans nos récits pouvoir prendre les gens au collet et leur dire, rendez-vous compte en fait de ce qui nous attend, de ce qui potentiellement nous attend si on ne fait pas d'autres choix. On aimerait bien. La façon de le faire pour prendre les gens au collet, puisque je ne peux pas avoir chaque lecteur et chaque lectrice en face de moi et les choper au collet, c'est de faire des récits où on va le mettre en scène, notamment en faisant appel à ce qui est commun dans le commun qu'on a d'humanité, en fait. Donc c'est sur également de mettre en scène des récits intimes, revenir sur également ce que ça ferait à des personnages. On met en scène avec des personnages, des héros ou des anti-héros, en tout cas des personnes qui vivent ces présents, enfin ces futurs plutôt. Et voilà, c'est de revenir sur de l'exemple, sur du montrer à voir, et d'en montrer de façon assez diverse, des récits assez divers pour qu'on ait tout le panel, enfin que les personnes puissent aussi se nourrir de tout ce panel de récits et de futurs et de questions. En fait, on pose sûrement beaucoup plus de questions qu'on apporte de réponses sur la science-fiction. Souvent, quand on finit un livre de science-fiction ou un film de science-fiction, on veut en discuter avec quelqu'un parce que finalement, ça a fait émerger plein de réflexions personnelles. On a envie de partager. Donc voilà, c'est un peu dans cette optique-là, je dirais, qu'on a l'impact. Je vais être fidèle à ma tactique, je vais renforcer encore ce que tu dis. La première remarque, c'est d'abord l'auteur, l'autrice de science-fiction, c'est sa liberté. Donc elle n'est pas forcée de se charger nécessairement de toutes les responsabilités que là qu'on est en train d'aborder le genre avec une certaine perspective. Mais au-delà de ça, c'est que il n'y a pas dans cette sorte de lutte pour transformer les imaginaires, il n'y a pas une seule stratégie, il peut y en avoir plein, et notamment vouloir influer uniquement par la représentation utopique ou dystopique, c'est peut-être
en partie naïf, ça l'est pas. Il faut faire des utopies, il faut faire des dystopies. Mais ce que j'aimais bien, moi, dans le choix de prendre, par exemple, l'intrigue de la vague montante, c'est que le problème est déjà réglé. Quand ils reviennent, on ne sait pas comment s'est fait la transition, mais elle a eu lieu. Donc, d'une certaine manière, elle évite d'avoir à poser face à tous les blocages politiques que nous, on peut souligner dès que quelqu'un a une bonne idée, plein d'autres arrivent en disant « oui, mais t'as pas pensé à ci, à cela ». Non, elle passe directement de « non, mais ça a eu lieu ». Et ça passe peut-être justement par échapper à la matrice de certains récits, des récits épiques par exemple, pour revenir à privilégier ce que Ursula Le Guin appelait les fictions paniers. Et dans ce cas-là, on est sur quelque chose qui transmet des valeurs, qui transmet les valeurs du foyer, de la réconciliation, des valeurs plus féminines, en quelque sorte. Et donc ça, c'est cette volonté d'avoir une action par littérature, je pense qu'elle est partagée par un grand nombre des créatrices et des créateurs, mais elle ne peut pas être déclinée en une seule forme de stratégie. La question du récit épique, c'est vrai qu'on a toujours la question sur qu'ont les écrivains et les écrivaines, de sortir un peu du récit du type mythe arthurien, qui en fait a énormément impacté notre façon d'écrire des récits et d'avoir effectivement ce personnage principal unique qui découvre sa puissance, qui découvre le pouvoir qu'il a d'influer sur une situation qu'il va considérer injuste, en tout cas qu'il souhaite changer. Et voilà, on est encore en train de se dépêtrer du mythe arthurien depuis quelques siècles, mais ça commence à venir. On le retrouve dans tous les films de super-héros, c'est ça, hein, tous les films les premiers films de tous les super-héros de la franchise Marvel, c'est clairement du mythe arthurien. Il y a des centaines d'essais sur la question. Mais effectivement, on est aujourd'hui dans la question de ces récits du futur, de montrer effectivement comment ça s'est passé, quand la solution a été mise en place et comment ça se fait, mais également de comment on retranscrit un récit collectif, en fait, un récit collectif où en fait toutes les personnes peuvent, dans une certaine mesure, par leur choix individuel et collectif, changer et orienter, faire un choix pour le futur qui serait différent. Attendre le super-héros providentiel qui arrive, voilà. En politique, on l'attend aussi. C'est quelque chose qui, dans nos imaginaires, est très 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 fort et ça se retrouve en politique. On attend toujours un futur roi Arthur. Voilà, mais ça c'est compliqué. C'est compliqué pour l'écrire aussi. C'est pas évident. Nous, tous les livres dont on s'est nourri avant, les récits dont on s'est nourri avant, la première chose qu'on nous demande, c'est qui est ton personnage principal, qui est ton héros, qui est ton héroïne, quel est son pouvoir, pourquoi il va soudainement se mettre à agir. C'est le call for action qu'on doit introduire en début de récit, etc. Voilà, faut aussi peut-être se détacher de ces vieux schémas narratifs. Bon, sur ce, je vais passer la parole à la salle. Vous avez 2 micros pour poser des questions, et puis sinon, vous pouvez... il faut venir au micro pour poser les questions. C'est plus simple. Merci beaucoup pour... c'était Il faut parler plus fort dans le micro. Bonjour, merci pour ces partages, c'était très stimulant. Une question, vous avez évoqué, Monsieur Bontemps, le fait que vous estimiez que c'est la science-fiction qui serait le seul... vous évoquiez, que c'est la science-fiction qui, selon vous, dans le panorama de la littérature, serait le plus capable, ou la seule capable, il me semble, vous avez dit, d'exprimer, de donner à réfléchir le politique, il me semble, si je le reformule bien. Mais que penser d'autres courants qui ne se basent pas du tout sur la science-fiction? Imaginons que les livres de Ken Loach soient tirés de livres. Est-ce que ce n'est pas une autre manière de... L'expression était provocatrice et peut-être au-delà de ma pensée. Ce que j'entendais souligner, c'était que pour certains enjeux, notamment ceux de l'écologie et de la survie de l'espèce, ce genre de changement d'échelle était porté en général par la science-fiction. Mais en fait, vous pourriez tout à fait y opposer le fait que, d'une façon symbolique, on pourrait retrouver ça dans toutes sortes d'autres littératures ou exemplifier plus localement par des types de récits qui se réinscriraient dans d'autres genres. Ça, j'ai pas d'objection. Merci. Je ne pourrais pas paraître pour un gros sectaire quand même, et ignorant.
Merci. J'ai une question sur le technosolutionnisme, c'est ça le terme actuel, qui est le grand fantasme que de toute façon, les futurs désirables sera atteignable grâce à la science et aux technologies. Et ma question était de savoir si c'était la faute aux scientifiques ou à la science-fiction. D'où vient ce fantasme de technosolutionnisme ? Ça mériterait en fait une petite enquête quand même avant de dire n'importe quoi. Donc la réponse basée sur des connaissances, on va la réserver pour plus tard. T'as pas d'idée, toi ? Alors non, je dis juste qu'il ne faut pas non plus trop séparer. Il y a des scientifiques qui écrivent de la science-fiction. On a des... Voilà, il y a aussi un petit mélange. Il y a une réponse peut-être qui est apportée par quelqu'un qui s'appelle David Graeber dans un livre qui s'appelle Bureaucratie. David Graeber dans Bureaucratie, dans le deuxième chapitre du livre, pose la question: pourquoi n'inventons pas de voitures volantes au XXe siècle ? Il dit le grand fantasme des années 50, 60, 70, c'était quand même en 2000 la voiture volante. Et il pose la question: pourquoi on n'en a pas ? Et sa réponse, c'est de dire toute une partie de la science-fiction des années post-guerre s'incarne dans une série mythique qui est Star Trek. Et Star Trek, c'est une série social-démocrate à fond. C'est la première série où, en plein apartheid, on voit quand même une lieutenant de vaisseau noire aux commandes de l'Enterprise, qui d'ailleurs, dans un épisode, embrasse le capitaine Kirk. Et c'est une série qui est typiquement une société communiste réussie. Il n'y a pas de classe, il n'y a rien du tout. Et ce que dit David Graeber, c'est en réalité, les politiques de cette époque, et en particulier les politiques conservateurs, y ont cru. Et se sont dit, il faut à tout prix torpiller cette possibilité-là. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, face à un récit de science-fiction qui promouvait une certaine idée, il y a eu un torpillage vers le technosolutionnisme, vers la mise au pas de la technologie par le marché, etc. Alors c'est la thèse de David Graeber, on peut ou pas accepter. Mais lui apporte une réponse. Oui, peut-être d'abord, en effet, tu as raison, la science-fiction a apporté différentes valeurs. On a mentionné Dune, qui n'est pas du tout une vision progressiste de la technologie, par exemple, où il y a des technologies qu'on a dû arrêter, et il n'y a pas de récit progressiste porté à l'intérieur des romans de science-fiction de Frank Herbert. Et puis, il y a le fait que la littérature de science-fiction a sans doute connu des polarisations et des moments où elle était plus en phase avec des anticipations politiques communes et des moments où elle est plus contrainte de devoir penser contre l'histoire. Et ça, c'est une dimension aussi intéressante. C'est-à-dire que dans l'écart au possible, il n'est pas juste question justement d'être dans le prolongement des tendances actuelles. Il y a des moments où les besoins de la psyché humaine, de ce qu'un auteur considère comme une nourriture spirituelle saine, l'amènent à essayer de penser contre l'histoire. Et du coup, le technosolutionnisme, je ne connais pas son origine, mais je suis sûr qu'on trouverait, des techno-cauchemars aussi en permanence qui lui sont associés, et qu'en plus de ça, ils ne sont pas toujours positionnés pareillement comme élément de probabilité d'être dans le prolongement d'histoire, ou au contraire d'en être des versions alternatives, uchroniques, déviantes. Bonjour, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui il y a une perversion de la narration, parce que finalement le discours politique est là pour nous faire peur et nous faire des orientations précises, la publicité pour nous faire acheter des choses, à l'école c'est l'histoire un petit peu transformée, la science-fiction finalement on devient fashion victime de la technologie alors que les solutions ne sont pas que technologiques. Donc comment on fait pour recréer des histoires qui vont nous orienter non pas vers des contraintes mais au contraire vers une ouverture de l'imaginaire, une pluralité complète des idées, des sensibilités, des solutions, etc. Alors, déjà, une première chose, c'est la question du récit en soi. C'est vrai que c'est pas que les personnes qui écrivent des livres qui savent manipuler les récits. Hein. Les récits qui sont servis au niveau politique, au niveau marketing, on vous raconte une belle histoire quand on vous vend un produit. En fait, on vous décrit un futur possible et désirable où vous aurez une peau sans rides. Enfin, c'est aussi il y a des récits. Donc, quand on voit une pub, c'est un certain storytelling qui existe. On vend quelque chose.
Quand il y a une nouvelle technologie arrive, on en fait la commercialisation, on vous vend quelque chose. Donc le récit, voilà, c'est pas seulement l'apanage de l'écriture ou des auteurs et autrices, pour une première chose. La deuxième chose, ce serait tout simplement, en fait, de multiplier les points de vue possibles, en fait. Clairement, oui, il y a encore, heureusement, en France, mais ailleurs, mais pour citer la France, énormément d'auteurs et d'autrices différents, qui écrivent des choses différentes, qui ont des points de vue différents. Il y a plein de maisons d'édition qui présentent vraiment qui ont des approches différentes dans leur ligne éditoriale, qui peuvent vous présenter des choses très poussées sur la réflexion, ou même plutôt du divertissement. Il y a de tout. Ce serait d'aller lire vraiment de tout type d'auteurs et d'autrices, voilà, pour avoir cette pluralité de points de vue et se nourrir de tout ça. Voilà, ce serait donc lisez beaucoup. J'abonde. La problématique que vous avez tous les deux balisée, en fait, c'est celle de l'innovation. Donc c'est de présenter des technologies comme étant des technologies d'avenir et d'avoir cette volonté que ça soit une sorte de promesse autoréalisatrice. Donc j'ai écrit un livre dessus pour essayer de montrer les problèmes, la vanité de cela, mais aussi en fait qu'il ne suffit pas de dénoncer ce point de vue, qu'il faudrait être capable de réinvestir et d'expliquer justement qu'est-ce qui a une valeur d'avenir, qu'est-ce qui nous permet un futur moins éphémère. Et plus que ça, c'est de revenir à l'idée de cette pluralité, c'est-à-dire de faire sentir qu'il n'y a pas un seul avenir, mais il y a des futurs qui sont rendus possibles par la technologie. Il y a un monsieur qui s'appelait Denis Gabor, et parfois on entend parler du principe de Gabor ou de la loi de Gabor, et on la formule comme ça, on dit tout ce qui est techniquement possible sera réalisé. Et en fait, bon, d'abord c'est faux, tout ce qui est techniquement possible n'est pas forcément réalisé, il y a une énorme sélection culturelle de ce qui est techniquement réalisé, mais la deuxième chose, c'est Gabor n'a jamais écrit ça. Gabor, il a écrit quelque chose qui dit on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut inventer des futurs. Et c'est vraiment le passage à la pluralité et à la divergence possible de l'évolution technologique, mais aussi au fait que pour en fait influer là-dedans, il faut un travail d'invention, donc de recréation de choses différentes, qui me semble la base de cette ouverture des possibles et de la discussion politique que le monsieur qui a posé la question demandait, réclamait. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cet échange extrêmement stimulant. Alors moi je suis scientifique, je suis chercheur en physiologie animale dans le domaine de l'agronomie. Alors si j'ai bien compris, alors j'avais un petit commentaire et puis une question. Donc si j'ai bien compris, vous disiez qu'en fait la science-fiction interroge le futur plus que la science ne le fait, et avec cette notion de cette notion aussi d'interroger qu'est-ce qui est bien, et cette notion d'alternative et donc de futur possible. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que la science est seulement ancrée dans le présent. Je pense qu'elle est porteuse de valeurs pour le présent certes, mais aussi pour un futur. Alors peut-être c'est un futur en fait qui est proche par rapport à la science-fiction qui sera, donc peut-être on est dans une échelle de temps en fait un peu différenciée, mais par exemple si je prends quelque chose que je connais bien qui est la sélection génétique et génomique dans le domaine de l'élevage pour les animaux domestiques, la sélection a pour objectif donc d'améliorer le futur avec une visée qui est assez monolithique, qui est on va augmenter la production zootechnique et éventuellement on s'interroge pas, enfin on s'en est rendu compte, pas assez sur d'autres conséquences qui en fait sont venues après, c'est-à-dire que nos animaux hyper sélectionnés, certes ils font beaucoup de muscles, mais ils font aussi plus de maladies, etc., plus de problèmes. Voilà, donc c'était cette petite subtilité-là que je voulais introduire. Et du coup, mon commentaire, ce serait, est-ce que vous pensez que si les scientifiques ne s'accaparent pas assez... Alors, c'est vraiment l'idée de vouloir sortir de la... Parce que si on admet que la science est dans le présent ou uniquement dans un futur très très proche, c'est admettre qu'elle est neutre. Or, justement, elle n'est pas neutre. Et donc, dans ce sens, elle est fonction du politique. Mais est-ce que vous pensez que si les scientifiques ne s'interrogent pas assez sur le long terme, peut-être le futur, ou les différents futurs, c'est parce qu'ils ne lisent pas assez de science-fiction? Voilà, première question. Ou bien parce qu'ils ne sont pas assez formés pour ça. Et moi, c'est un petit peu ma position. En particulier, il n'y a pas assez de philosophie des sciences, peut-être, ou même d'histoire des sciences dans les cursus scientifiques. Merci.
Alors moi, je commence par dire que je suis d'accord avec tout ce que vous donnez, y compris les éléments de réponse. Je rajouterais peut-être que dans cette inaptitude à aller au-delà, disons, du T+1, mais avoir un grand espace de temps, et par exemple à se dire l'urgence scientifique actuelle serait de conserver le maximum de variétés différentes, parce que sur une grande échelle de temps, on sait que c'est les meilleures chances d'avoir de la survie, d'avoir énormément de choses différentes qui vont passer au tamis de la sélection, pas seulement artificielle, mais naturelle aussi. Il n'y a pas que les scientifiques qui subissent cet effet, en fait. C'est toute la société qui est comme ça. Les hommes politiques aussi nous parlent du prochain mois, de la prochaine note des agences de notation, des choses comme ça, et sont incapables de nous produire un récit de où voulons-nous être dans 50 ans. J'irai plus loin. Il y a plein de gens qui ont lancé des entreprises au 19e siècle et qui avaient pour but de la transmettre à leurs petits-enfants. Est-ce qu'on entend une seule firme actuellement être capable de nous dire où elle sera dans 20 ans? Donc l'horizon s'est rétréci, pas seulement pour les scientifiques, il s'est rétréci pour tout le monde. Et c'est ça qui est peut-être un des éléments de vertige, c'est cette sorte d'aliénation dans le court-termisme. Et donc oui à la science-fiction, oui à la formation, à l'éducation, oui aussi en fait à une prise de conscience vraiment à un niveau justement politique du fait que l'optimisation là est actuellement faite sur des critères qui sont extrêmement faibles parce que relatifs à une seule échelle de temps. Et d'abord, je voudrais pas donner l'impression. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai deux réflexions. La première, c'est d'une certaine façon, il pourrait y avoir un fantasme que je pourrais porter, qui serait de dire bon, allez, on s'arrête, on pense, on réfléchit, on bâtit la société qu'on voudrait avoir et on se donne les moyens de cette société. Et donc, on utilise tous les outils, y compris la science-fiction, pour avoir une idée. Dans 50 ans, on voudrait être ça et on y va. Bon. C'est un fantasme, d'abord parce qu'on ne serait pas d'accord entre nous sur ce qu'on veut être dans 50 ans, ensuite parce que le chemin serait pavé de bonnes intentions et de tout un tas de problèmes, et que la probabilité qu'on y arrive serait très très faible. Donc je ne voudrais pas donner l'impression que je voudrais faire jouer ce rôle-là à la science-fiction et à la construction d'un futur. Le deuxième, c'est que mon métier à moi, c'est de faire de l'optimisation des systèmes. Je prends des données de microscopie électronique ou de résonance magnétique nucléaire et à partir duquel je calcule les objets. Et c'est un problème d'optimisation. Ce qu'on apprend dans ces métiers-là, c'est que le fait d'optimiser trop vite et dans une direction unique est extrêmement dangereux. Un système optimum, c'est pas vous que je vais l'apprendre, est un système très fragile. Ce qui veut dire que peut-être ce qu'il faudrait interroger, c'est ce rapport au temps et à l'optimisation. Ça revient à dire ce que vient de dire Vincent. Il faut garder des possibles et il faut peut-être se poser la question, et c'est là où le récit peut peut-être être important, où cette réflexion et cette formation à l'histoire et à la philosophie pourrait être importante. C'est-à-dire de dire à un moment donné, il ne faut pas essayer d'optimiser la semence ou d'optimiser le bœuf ou d'optimiser mon moyen de production. Nous sommes devenus un moyen de production. C'est de garder un éventail suffisamment large pour qu'à tout moment, on puisse changer de direction, on puisse réadapter, ou aussi qu'on puisse à tout moment explorer des voies différentes. Pour moi, l'un des problèmes majeurs par rapport aussi au technosolutionnisme dont on parlait de la recherche, c'est qu'on nous demande d'explorer des voies relativement fermées et on ne nous donne pas vraiment les moyens d'aller regarder à 90 degrés ce qui se passe. Notre métier à nous, en tant que chercheurs, pour moi, serait d'offrir un panel très très vaste de possibilités pour qu'ensuite on puisse avoir différentes options, différents choix, ou changer tout simplement, ou essayer différemment. On peut essayer à certains endroits une chose et à différents un autre. D'abord, merci. Effectivement, je pense que moi je suis scientifique et je pense que j'ai pas assez lu de science-fiction et du coup je vais profiter du fait que vous êtes là pour vous poser une question. Alors je suis scientifique et je m'intéresse à la toxicité des traitements. Donc trouver des biomarqueurs pour les cliniciens pour essayer de prédire que le traitement innovant qu'ils ont trouvé va être plus ou moins toxique. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est où est-ce qu'on place le miracle, le fait religieux dans la science-fiction? Je suis sûre que vous allez me faire gagner beaucoup de temps. On va traiter de la question de la religion en SF en 1 minute. Voilà. Ok. Si on se restreint au miracle, ça peut aller très vite, oui. Parce qu'en général, la SF est basée sur un pacte de lecture qui exclut cette forme de surnaturel.
C'est pas toujours vrai, mais c'est, on va dire, très dominant. Donc, il y a de la religion, par exemple, dans Dune, et c'est un roman athée, en réalité. C'est-à-dire, il y a beaucoup de religion, le fait religieux est très présent, mais Dieu n'intervient pas dans l'action pour faire des choses. Voilà. Donc, il y a ce côté-là de... Alors, il peut y avoir des choses qui nous semblent miraculeuses, évidemment. Il y a ce côté merveilleux scientifique. La science réalise des miracles, mais disons qu'ils sont toujours avec une forme d'interprétation physicaliste ou techno-babbling, c'est-à-dire ça peut être n'importe quoi, mais il y a cette sorte de vernis de réalisme matérialiste qui est très très souvent la base même des extrapolations les plus délirantes de la science-fiction. Non, ça me faisait penser également à la saga Terra Incognita de Ada Palmer aux éditions du Bélial. Vous allez vous précipiter dessus, mais c'est 5 tomes de 700 pages, donc voilà. Où effectivement la question de la religion, de la foi de Dieu est très présente. Mais ça reste presque un roman athée, en fait. Enfin, une saga athée. C'est très bizarre. Et parfois, il y a des romans de science-fiction où on est allé tellement loin dans l'espace qu'on a trouvé Dieu ailleurs, là-bas. Des fois, on veut l'éliminer, d'ailleurs. Et des fois, ça nous arrange pas de l'avoir trouvé. C'était pas l'idée. Frank Herbert. Ouais. Oui, il y en a plusieurs. Voilà. Ou alors, on tombe sur des sociétés aliens qui, finalement, qu'on pourrait confondre avec quelque part des divinités, qui en ont les attributs. Voilà. Ça ramène à des questionnements, de toute façon, sur ce qu'on projette dans une divinité et comment on s'en saisit. Après, voilà, il y a énormément de récits de SF qui vont être sur la question de sociétés religieuses très fortes qui réorganisent à un niveau sociétal les relations entre les individus. Bon, ça, il y en a eu pléthore. Voilà, donc ça entre dans le champ des questions générales qui sont traitées par la SF et il est 12h32.